Tout le monde, bienvenue au webinaire CNCH. Je suis Alexandre Michi, cardiologue au Centre hospitalier de Montluçon et responsable de webinaire CNCH. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire qui concerne les anticoagulants oraux directs de la pharmacovigilance à la fonction rénale. Et j'ai également l'énorme plaisir de modérer ce webinaire et de vous présenter deux invités d'exception, le professeur Joachim Alexandre, cardiologue à Caen, et le docteur Isabelle Tostivin, néphrologue à Paris. Sans retarder trop le temps qui nous a été donné, je vais donner la parole au professeur Alexandre. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Isabelle. Merci pour votre présentation et votre sollicitation. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Normalement, on doit être bon en plein écran. Vous devez voir mon écran. C'est bon. Donc, je vais commencer. Je vais commencer cette soirée, ce webinaire, par des questions autour de la pharmacologie des AOD et en particulier centré sur la question de monoprise, biprise, puisque c'est vraiment la question qu'on a énormément entendu parler ces dernières années. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, bien évidemment, vous savez que certains AOD se prescrivent en monoprise, d'autres en biprise. Donc, en France, on a bien sûr 3 AOD, 2 en biprise, 1 en monoprise. Et on a quand même très souvent entendu la question de pourquoi en particulier le rivaroxaban en monoprise et pourquoi l'apixaban en biprise. Et donc, on va essayer d'aborder cette question-là et d'y répondre en une dizaine de minutes. Donc déjà, le premier élément que je voudrais vous rappeler, c'est que si on se pose la question de monoprise-biprise, en fait, il faut aller un petit peu plus loin. Et la question de monoprise-biprise est avant tout intéressante pour la question de l'observance. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que peu importe le domaine étudié, peu importe le médicament étudié, moins il y aura de prises par jour et plus en plus les prises seront le matin plus que le soir et le midi, meilleure sera l'observance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Une prise, il y aura toujours une meilleure observance que 2 prises, qui sera meilleure que 3 prises, etc., dans tous les domaines. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Il y aura aussi la question des interactions médicamenteuses, mais dont le nombre de prises joue beaucoup moins que l'observance. Donc, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et donc, en fait, je vous ai remis ce tableau-là, bien entendu, pas pour vous faire toute la pharmacocinétique des AOD, ce n'est pas l'objectif, mais juste pour en fait, remettre dans le contexte, parce que j'ai souvent entendu cette question-là. On a tous appris durant nos études et nos cours de pharmacologie que pour la plupart des médicaments, le schéma posologique était avant tout basé sur la demi-vie pharmacocinétique du médicament. En gros, un médicament dont la demi-vie était moins de 12 heures allait probablement se donner en plus d'une prise par jour, et une demi-vie de plus de 12 heures, peut-être qu'une seule prise par jour. Et donc là, la remarque qui m'a été faite à plusieurs reprises, c'est, si on compare rivaroxaban à apixaban, eh bien, globalement, ils ont une demi-vie à peu près équivalente, et pour autant, l'un se donne en monoprise, l'autre se donne en biprise. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Il y a bien sûr des explications, et donc tout ça, pour moi, était un faux débat, alors qui, en tant que cardiologue et pharmacologue, m'a beaucoup plu, forcément, mais qui, je pense, a même détourné au début des AOD l'attention de certains prescripteurs sur des questions qui étaient des fausses questions, et il y a eu des choses qui sont passées un peu à la trappe au début, avec en particulier les difficultés d'adapter éventuellement les posologies à la fonction rénale. Ma collègue va en parler tout à l'heure, qui des fois en fait passaient à la trappe et on se posait des questions un peu existentielles sur monoprise biprise, qui je pense n'étaient pas essentielles. Pas essentielles puisque c'est quand même pas du tout la première classe pharmacologique pour laquelle on a des médicaments ayant une cible commune qui se prescrivent en nombre de prises différentes. En tant que cardiologue, on prescrit tous les jours des bêta-bloquants. Je ne crois pas avoir entendu quelqu'un dire un jour que l'athénolol était mieux ou moins bien que l'acébutolol parce qu'il était en une prise et que l'acébutolol était en 2 prises. Pareil, autre exemple, mais on pourrait en trouver des dizaines d'autres, les HVPM. On ne considère pas que les HVPM qui se donnent en une prise sont mieux, enfin, en tout cas plus efficaces, que ceux qui se donnent en 2 prises. Il y a des avantages, des inconvénients, c'est sûr, mais en termes d'efficacité, en termes de rationnel de dose, jamais personne s'est trop posé la question. Donc, je pense qu'il faut quand même rester critique. Cette question, elle est venue avant tout via des canaux marketing et financiers, pas sûr via des canaux médicaux. Donc, il faut savoir prendre un peu de recul. Et donc, voilà, il y a quand même tout un développement du médicament avant. Et si le médicament se prescrit de telle manière, c'est qu'il y a de toute évidence un rationnel qu'on va voir tout de suite. Donc, comme je vous le disais, le plus souvent, c'est ce qu'on a appris et retenu de nos études, le plus souvent, le choix du schéma posologique est basé sur
un paramètre essentiel, mais pas que sur un seul paramètre, mais sur l'un des paramètres essentiels, qui est la demi-vie d'élimination pharmacocinétique. Mais je vous rappelle qu'en pharmacologie, il y a la pharmacocinétique, le devenir du médicament dans l'organisme, mais aussi, et bien entendu, la pharmacodynamie, les effets qui vont être exercés par le médicament sur l'organisme. Eh bien, en fait, des fois, selon le médicament, on pourrait quasiment parler, ça n'existe pas comme paramètre, mais on pourrait quasiment parler de demi-vie pharmacodynamique, la durée de l'effet du médicament. Et cette durée de l'effet peut rentrer en compte, selon le médicament, dans le schéma posologique. Je vais vous illustrer tout ça. Pour la grande majorité des médicaments, vous allez avoir finalement une pharmacodynamique qui va être calquée, très superposable à la pharmacocinétique. Vous avez en bas à gauche une courbe avec en rouge une représentation, bien sûr, fausse, hein, c'est un exemple qui n'est pas réel, de concentration du médicament. Donc, vous administrez le médicament, sa concentration augmente dans le secteur plasmatique, vous obtenez une concentration maximale, puis ça redescend au bout d'un certain temps. Eh bien, pour la plupart des médicaments, si vous mesurez l'effet, il va être assez superposable à ces concentrations. C'est-à-dire que le médicament arrive dans la concentration, dans le secteur plasmatique, votre effet commence à arriver. Vous avez la Cmax, votre effet est au maximum. Le médicament commence à être éliminé, l'effet commence à disparaître. Il n'y a plus de médicament, il n'y a plus d'effet. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent. Mais on a dans la pharmacopée, là, ce n'est pas du cardiovasculaire, on a des cas très, très différents. Alors, ce n'est pas la règle, mais ça existe très régulièrement. Là, c'est l'exemple de la L-Dopa, où vous voyez la courbe en bleu donc pour les effets moteurs, les effets pharmacodynamiques, qui est quasiment, on ne va pas dire à l'opposé, mais qui est quand même très différente de la courbe de pharmacocinétique. Vous voyez même que quand le médicament a sa concentration maximale, vous avez un effet, on pourrait dire intermédiaire, et quand le médicament commence à s'éliminer, c'est là qu'on a quasiment les effets les plus importants. Donc en fait, la pharmacodynamie n'est pas toujours calquée strictement sur la pharmacocinétique, et ça peut expliquer le schéma posologique. Parce que bien entendu, si vous avez un effet qui est toujours présent, vous n'allez peut-être pas avoir ni envie ni besoin de réadministrer le médicament, sinon vous risquez peut-être d'amplifier les effets. Donc là, en l'occurrence, pour les AOD, c'est ce qui se passe. Il faut tenir compte de ce qu'on pourrait appeler de la demi-vie antithrombotique. Ça n'existe pas, c'est juste pour expliquer. Mais on pourrait tenir compte de ça pour définir le schéma posologique. Et donc, c'est le cas pour les AOD. Et ce qui peut expliquer, alors je vais passer assez vite parce que c'est assez technique, mais c'est ce qui différencie les rivaroxaban et apixaban, c'est ce qu'on appelle leur constante d'inhibition, le KI. Ça reflète très globalement, de façon très schématique, l'affinité et la puissance de l'effet du médicament sur sa cible, donc là en l'occurrence sur le facteur 10A. Et plus cette constante est faible, plus le chiffre est faible, plus ça veut dire que l'affinité et l'effet vont être forts et donc prolongés également. Et en fait, donc des académiciens, donc des gens indépendants des laboratoires, s'étaient posé cette question-là déjà très tôt, en 2015, et avaient comparé, dans des conditions expérimentales strictement similaires, ce fameux KI, donc cette constante entre apixaban et rivaroxaban. Et vous voyez que la constante du rivaroxaban est de l'ordre de 30 à 40% plus faible que celle de l'apixaban, ce qui indique que le rivaroxaban a une affinité, donc un effet plus important et probablement plus prolongé que l'apixaban. Et donc, en fait, ça se retrouve de façon très nette sur des courbes qui vont étudier l'effet anticoagulant, antithrombotique. Là, vous avez en ordonnée, en fait, en gros, la formation de thrombine. En haut à 1, c'est en gros, le thrombus est formé. Plus on est vers le bas, plus on inhibe la formation de thrombus, plus on a un effet anticoagulant important. Donc, vous voyez très bien que quand vous administrez en même temps du rivaroxaban en bleu ou de l'apixaban 5 mg en jaune, le rivaroxaban c'était du 20 mg, eh bien, vous voyez que l'effet n'est pas du tout le même. Vous avez un effet beaucoup plus important, je ne l'ai pas quantifié, mais qui doit être à peu près de 40% plus important. Et puis, vous voyez, plus durable. La courbe part plus vers la droite. Et vous voyez très bien que, en fait, au bout de 24 heures, vous avez encore un effet anticoagulant significatif. Alors que l'apixaban, le pic est moins important, la courbe aurait tendance, on n'a pas la valeur du coup qui revient sans réadministrer au bout de 12 heures, mais on a envie de penser que cette courbe, finalement, avant la fin des 24 heures, reviendrait, enfin pas à zéro parce qu'ici c'est le 1, mais en tout cas, il n'y aurait plus d'effet anticoagulant. Donc ça se retrouve de façon très logique. Et donc, si on schématise, c'est bien sûr des schémas pour comprendre, c'est comme si l'apixaban avait une courbe plutôt à gauche, c'est-à-dire avec une pharmacodynamie assez bien calquée
sur la pharmacocinétique et donc a un effet anticoagulant assez bien calqué sur la présence dans le secteur plasmatique de l'apixaban. Et le rivaroxaban, un petit décalage entre ces deux courbes, alors qu'il n'y a plus ou plus beaucoup de rivaroxaban dans le secteur plasmatique, on garde encore un effet anticoagulant. Et ça se traduit très bien en clinique. Et on a la même chose en fait avec l'édoxaban. L'édoxaban qu'on n'a pas en France se comporte globalement comme le rivaroxaban. Eh bien, on regarde que si on essaie de donner la même dose d'édoxaban en monoprise ou en biprise, eh bien, on augmente, vous avez ici en ordonnée, les hémorragies, parce qu'on imagine très bien un équivalent pas de surdosage parce qu'on n'aura pas d'accumulation de la quantité du médicament dans le secteur plasmatique, mais une augmentation des effets qui vont, eux, s'accumuler, les effets anticoagulants. Alors, vous pourriez me poser la question, alors on ne comprend pas, donc si j'ai encore un petit peu de temps, je peux juste aborder cette question-là, sinon on le garde après pour les questions. Pourquoi dans la maladie artérielle périphérique, alors même si on n'a pas en France, mais pourquoi le rivaroxaban se donne à une dose différente et ce coup-ci en 2 fois par jour? Eh bien, parce qu'en fait, on reprend toute l'histoire. Ce que je vous ai raconté pour le rivaroxaban et l'apixaban, c'est uniquement pour une indication et surtout une cible qui est le facteur 10 activé. Si on parle d'une autre cible, eh bien, on refait tous les calculs. On refait la constante d'inhibition, comment se comporte le médicament, et on refait tout. Et là, en l'occurrence, si ma diapo veut bien passer, en fait, à faible dose, le rivaroxaban, il se comporte comme un antiagrégant plaquettaire, en fait, en ciblant une autre cible. On ne parle plus du facteur 10, on parle du récepteur PAR, de la famille PAR, en fait, et il y a déjà des antiagrégants qui existent, mais qu'on n'utilise pas en France, le Vorapaxar, je crois, qu'on avait vu passer dans certaines recos il y a quelques années pour les syndromes coronaires aigus. Donc, les récepteurs PAR sont l'un des moyens d'avoir une action antiagrégante plaquettaire, et à faible dose, le rivaroxaban est à peu près sélectif de ce récepteur PAR et ne touche pas beaucoup le facteur 10, et donc a un effet anti-agrégant. Et donc, toute l'histoire recommence, on regarde comment il se comporte, comment il faut le donner, et c'est pour ça que ce n'est pas la même indication. Et ça ne doit pas non plus vous surprendre, parce que tous les jours, en tout cas en cardiovasculaire, on prescrit de l'aspirine à 75 ou 100 mg par jour en une prise par jour dans la maladie coronarienne ou en tout cas artérielle. Et quand on veut le prescrire comme anti-inflammatoire, on est à 1 gramme, donc ce n'est plus la même dose, et on est à 3 fois par jour. Et il me semble que jusque-là, ça n'a jamais surpris personne. Pourquoi? Parce que les effets de l'aspirine sont dose dépendants. Eh bien, les effets du rivaroxaban sont également dose dépendants et en fonction de la cible. Donc, tout est fonction de la dose et de la cible qu'on parle. Donc, tout ça a une explication logique. Donc, pour conclure, donc les schémas posologiques, donc moi je trouve ça passionnant, mais parce que forcément j'adore la pharmacologie, mais en tout cas ça n'a pas été choisi par hasard. Donc si on s'y intéresse, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et pas simplement arrêter à ah bah tiens, il y en a un qui est comme ci, l'autre qui est comme ça, pourtant ils ont les mêmes demi-vie, oh il y en a un qui a dû faire une erreur. Non, tout n'est pas parfait dans la pharmacopée, mais le choix du rationnel de dose et de schéma posologique est quand même étayé sur un certain nombre d'essais et d'études pharmacologiques et pharmacocinétiques, donc il y a quand même un rationnel derrière. Donc, c'est pour moi un faux débat. On pourrait, mais on n'a pas le temps ce soir, parler d'autres faux débats qui sont les antidotes, par exemple. Donc, il y a eu plein de choses, en fait, autour de ces AOD qui étaient avant tout des débats marketing. Donc, il faut faire attention et prendre un petit peu de recul sur tout ça. Voilà. Et donc, pour conclure, monoprise, biprise, en tout cas, le choix de l'AOD ne doit pas reposer que là-dessus. Après, on a tous nos préférences, on a des arguments pour, arguments contre, mais en tout cas, ça ne doit pas reposer que là-dessus, parce que voilà, derrière, il y a des bonnes explications à tout ça. Je vous remercie et je suis disponible si vous avez des questions. Je vous remercie, professeur Alexandre. J'aurais peut-être deux questions très courtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on oublie une dose? Alors, il y a ce qu'on fait, puis effectivement, on avait aussi entendu parler que peut-être oublier une dose quand on avait un médicament en monoprise, c'était plus dangereux qu'un médicament en biprise. Ça aussi, il faut faire attention parce que j'ai vu circuler pas mal de courbes qui simulaient qu'est-ce qui pouvait se passer en cas d'oubli d'une dose. Quand vous regardez ces courbes, en fait, on voit bien que c'est plus que du schématique. Les valeurs en abscisse ou en ordonnée ne sont pas du tout bonnes. On a des choses qui sont visiblement faites pour faire passer un message marketing et pas du tout des vraies courbes pharmacocinétiques. Donc, moi, à ma connaissance, à l'heure actuelle, pour parler clairement, je n'ai aucune donnée pour dire que d'oublier une dose quand on a un médicament en biprise serait plus sécure que d'oublier une dose quand on a un médicament en monoprise. Et donc, quand on oublie une dose, il faut, si possible, reprendre le médicament dès que possible. Alors, si la dose est complètement oubliée, on reprend la dose suivante, mais sinon, si on s'en aperçoit 2-3 heures après, il faut reprendre le médicament. D'accord, je vous remercie. Moi, j'ai une autre question, si je peux profiter. Est-ce que vous switchez les AVK vers les AOD?
C'est un peu au-delà, mais oui, vous les switchez tout le temps. Alors, pas Vous tout le temps, mais n'introduisez facilement. plus d'AVK, sauf les valves mécaniques. C'est ça, sauf contre-indication aux AOD, sinon les quasiment rarissime, sauf feu du patient ou souhait, voilà, mais non, sinon c'est AOD en première intention. Oui. Et vous faites biprise ou uniprise? Alors moi, pour être tout à fait honnête, Ça dépend des patients. je fais de l'anti-10 déjà. Pharmacologiquement, le dabigatran me convient beaucoup moins. C'est un promédicament très, très, très dépendant de la fonction rénale, très dépendant de la PGP. Enfin, voilà, j'ai plusieurs choses qui me conviennent moins. Les anti-10 me conviennent plus. Et en fait, moi, je fais un petit peu à l'envers d'autres, c'est-à-dire que je prescris les deux anti-10 qu'on a en France. Et je regarde surtout dans les essais, parce que l'essai Rocket, c'était des patients avec des chats de vasque plus élevés, donc des patients plus lourds, plus de Très comorbidité. malades et très Voilà. intéressant pour nous, en tout cas néphrologues. C'est En tout cas, ça. les Donc, chez très les patients malades. plus lourds avec plusieurs médicaments, je mets plutôt rivaroxaban, parce que je me dis en plus que le monoprise, alors qu'ils ont déjà plein d'autres médicaments, va être On est peut-être plus d'accord. simple en termes d'observance. Et en plus, ces patients-là sont mieux représentés dans les essais. Et patients plus jeunes, avec un chat de vasque moins élevé, moins comorbide, je mets plutôt l'apixaban. Mais voilà, ça n'engage que moi Ok. après. Non, non, mais c'est super. Je profite parce que je pense que c'est ce qu'il faut. On est au cachet près en moins, nous, effectivement, sur la liste des 20. Tout à fait. Ok. Merci. Alors, ça me fait énorme plaisir de donner la parole au docteur Isabelle Tostivin, néphrologue à Paris. Bonsoir. Alors, merci. Moi, je suis néphrologue préventive. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en pratique, j'accepte toujours, y compris à presque 19 heures en fin de journée, de présenter au CNCH parce que je pense que plus on crée de liens entre néphrologue et cardiologue, plus la néphrocardioprotection sera optimisée. Et donc, vous, cardiologues, vous êtes des néphroprotecteurs sans le savoir. Et donc, vous pouvez faire de la néphroprotection en utilisant effectivement les AOD. Et pour l'adaptation posologique, eh bien, on va voir le rein au cœur du sujet, que nous vivons des moments singuliers en néphrologie et plutôt très sympas. Moi, j'ai plein de liens d'intérêt avec beaucoup de laboratoires car j'ai créé une association, enfin, créé une association dont le but est la prévention des maladies rénales, en particulier celles qui aboutissent à la fabrication de calculs et en fait, les calcifications coronariennes, les calcifications de la média, de l'intima, tout ça, c'est très, très proche de tout ce qu'on peut voir aussi en maladie rénale chronique. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie rénale chronique? Avant, on parlait d'insuffisance rénale et maintenant, on parle de maladie rénale chronique. Eh bien, c'est facile. Vous prenez le DFG en CKD-EPI parce que nous sommes en Europe et que la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation veut qu'on rende la fonction de filtration en CKD-EPI. Eh bien, vous le prenez et puis vous faites de 30 en 30, sauf pour le stade 5, c'est moins de 15. C'est-à-dire que le rein est malade avec un DFG normal ou élevé, mais des anomalies en imagerie. Par exemple, une polykystose peut avoir, un patient avec une polykystose peut avoir une DFG élevée, mais des kystes et donc une maladie rénale. Donc ça, les 1 et 2, donc le 2 c'est 60 à 90, le 3, 45 à 59, 3A, en sachant que le 3B, c'est entre 30 et 45. Et donc, nous, néphrologues, ne voyons pas du tout ces patients-là. Malheureusement, il y a encore un tiers des patients qui vont en néphrologie, en dialyse, sans voir de néphrologue. Et puis, heureusement, grâce à la sœur d'Emmanuel Macron peut-être, et à l'insistance de personnes néphrologues comme de la Fondation du Rhin et de la Société de Néphro, on a financé la protection des reins, c'est-à-dire qu'il y a un forfait et donc tous les patients qui sont inférieurs à 30, enfin 29, qu'ils soient en dialyse ou pas, il faut absolument qu'ils soient suivis en néphrologie. Pourquoi? Pour leur éviter d'aller en dialyse, les inscrire en greffe. Et donc tout ça, en général, vous êtes très concernés, vous dosez la créatinine, sauf que manifestement, on peut tous s'améliorer car il y a moins de 10% des patients hypertendus qui ont un dosage de créatinine et moins de 60, enfin il n'y a pas 100% des diabétiques par exemple. Et pour ceux qui sont sous AOD, je pense qu'ils ont tous la créatinine, ne serait-ce que pour adapter. Vous êtes très familiarisé avec le dosage sanguin de la créatinine. Est-ce que vous êtes aussi familiarisé pour savoir quel degré d'albuminurie le rein, quand il s'exprime, il pleure de l'albuline, des larmes d'albumine? Est-ce que c'est A1,
albuminurie normale sur un spot, 30 mg/g de créatinine, est-ce que c'est à 2, entre 30 et 300, ou bien à 3, très fortement protéinurique? On sait que le risque, il est très accru de morbimortalité cardiovasculaire dès lors que le rein souffre. Et donc, c'est pour ça que c'est en rouge ici. Et j'avais envie de vous montrer ce tableau parce qu'en fait, en pratique, nous, on ne parle que en stade, enfin en MRC 3, 4, 5, sachant que pour les 3, c'est moins de 10% qui sont dépistés. Donc, on peut vraiment s'améliorer. Alors, comment on peut s'améliorer aussi? Je vous ai sorti ça parce que l'HAS, en novembre dernier, a défini un parcours de soins qui, pour une fois, est très, très bien fait. Et donc, l'insuffisance cardiaque, ici, vous voyez, normalement, on doit mesurer la fonction rénale en CKD-EPI. Comment on fait? Une fois par an, à la fois la créatinine, le CKD-EPI, et le RAC, donc le ratio d'albumine sur créatinine urinaire, qui doit être réalisé normalement chez toute personne à risque rénal augmenté. Et donc, les cardiopathes, les hypertendus, les diabétiques sont très à risque de développer une maladie rénale. Une fois par an, il faudra donc dépister cela. Et puis, une fois qu'on a dépisté, eh bien, s'il y a une indication d'anticoagulation, je pense que vous êtes tous déjà très sensibilisés à la supériorité sans conteste des AOD adaptés à la fonction rénale par rapport aux AVK. Non seulement ils sont aussi efficaces les AOD que les AVK, mais surtout ils sont mieux tolérés. Et en fait, ce sont des médicaments qui sont néphroprotecteurs. Nous, on connaît bien les effets délétères des AVK. On sait qu'en particulier, ça donne des ostéoporoses fracturaires, ça donne des calcifications, ça accélère les calcifications coronariennes parce que la vitamine K, elle est très importante pour empêcher ces calcifications. Ça décroît la fonction. Donc, en fait, nous, les AVK, on les switch tout le temps pour des AOD si jamais les patients sont adressés avec des AVK. En plus, il faut faire les INR, donc ça abîme la fistule, enfin ça abîme les bras, les veines. Ils sont toxiques en aigu et moi, j'ai vu une quinzaine de néphropathies interstitielles aiguës aux AVK, en particulier au Préviscan. Attention parce que j'en ai déjà vu également aux AOD, je ne dirais pas la classe, enfin je ne dirais pas la molécule parce qu'en pratique, tout médicament peut potentiellement provoquer une insuffisance rénale aiguë. Alors, pour l'adaptation en pratique, eh bien, ce n'est pas difficile du tout. Pourquoi? Vous avez ce schéma ici. Nous aimons beaucoup, les néphrologues, la molécule rivaroxaban. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des essais designés pour nos patients qui ont une clairance inférieure à 50 et bien évidemment supérieure à 30, sachant que entre les stades 4, le 15 mg de rivaroxaban, voilà. Il n'est pas très documenté. Et en tout cas, au-delà, on pense qu'on n'a pas encore de data. Si vous avez des questions, je pourrais vous en parler. Et donc, nous avons une réelle préférence pour cette indication-là parce que alors toutes les molécules sont éliminées par le rein, mais le niveau de documentation de l'efficacité et surtout de la tolérance, c'est vraiment très bien fait pour cette molécule. Alors, si vous voulez donner de l'apixaban, vous pouvez, mais l'adaptation pour nous, elle n'a aucun sens, puisqu'en fait, on parle de 133 micromoles, on ne parle pas de clairance, on parle du poids, on ne comprend rien, entre guillemets. Enfin, ça mériterait, le laboratoire pourrait faire une petite, on va dire, optimisation. Et malheureusement, trop souvent, les patients ont une adaptation, on va dire, pour diminuer le stress du cardiologue plutôt que donner la bonne dose. Je m'explique. Trop souvent, comme nos patients insuffisants rénaux stade 3, 4, 5 saignent beaucoup et thrombosent beaucoup, eh bien, on aura tendance à donner 2,5 fois 2. Or, le risque, soit vous donnez la bonne dose adaptée à la fonction du rein, soit vous changez de molécule. Ici, ce n'est pas très clair en fait. Donc, pour la simplicité, puisque l'édoxaban n'est pas disponible, nous encourageons beaucoup la prescription de rivaroxaban chez les insuffisants rénaux de moins de 45 ml, puisque c'est très bien documenté.
une monoprise. On a dit qu'il y avait beaucoup de médicaments déjà chez les insuffisants rénaux. Et donc, 15 mg, très documenté, bien supporté, facile à prendre. Enfin, c'est néphroprotecteur, puisqu'on sait que donc, on va moins dialyser en aigu et en chronique. Donc, en pratique, nous avons besoin de savoir si cette efficacité et cette prévention de dégradation de la fonction rénale par l'utilisation du rivaroxaban, est-ce qu'elle est vraiment vérifiée dans une étude prospective chez les patients dits insuffisants rénaux, donc stade 3B et 4. Et donc, vous connaissez sûrement tous cette étude. Et donc, les résultats sont bientôt disponibles. Et vous avez peut-être participé à cette étude. Et on espère qu'on montrera qu'il y a donc un effet protecteur sur l'évolution de la fonction rénale. C'est ce rein silencieux et pourtant vital, voilà, qui donc est heureusement mis en lumière grâce à vous ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Tostivan. Alors, nos spectateurs nous posent des questions, notamment, qu'est-ce que vous conseillez, docteur Tostivan, pour calculer la fonction rénale, la clairance? Alors, pour évaluer la fonction rénale de filtration, les recommandations sont la formule de CKD-EPI pour tout le monde. Toutefois, comme nous le savons, le Vidal, il utilise le Cockcroft. Et donc, en pratique, le Cockcroft, si vous avez un gabarit normal, entre guillemets, ni trop petit, par exemple, une personne très âgée, très maigre, ce sera difficile. On sait qu'on va vraiment sous-estimer la fonction rénale à cause du poids. Pour les personnes très obèses, c'est le contraire. En pratique, les néphrologues ils se sont pour une fois accordés sur le CKD-EPI. Vous utilisez le CKD-EPI et si vous avez des extrêmes comme ça, eh bien, vous utilisez les autres formules. Vous pouvez éventuellement discuter avec votre néphrologue, avec un patient clairement sous les yeux pour parler concrètement. Parce qu'en fait, qui dit surpoids, il y a la masse grasse, etc. C'est compliqué. Le jour où on aura trouvé une manière d'évaluer le rein fixe, ce sera intéressant. On peut doser la cystatine aussi si on a des cas cliniques extrêmes, des gabarits extrêmes. C'est plus proche de la norme. D'accord, je vous remercie. Une question pour professeur Alexandre. Alors, vous avez mentionné la dose basse de rivaroxaban de 2,5 mg. Effectivement, moi, j'ai appris beaucoup parce que je ne savais pas que ça cible le récepteur PAR et que cette dose a une activité similaire à l'aspirine. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous utilisez cette dose de 2,5 en association avec les antiagrégants plaquettaires pour la maladie ischémique en post-stenting, parce que parfois il y a des recommandations, bon, je pense qu'ils sont 2B ou 3, je ne sais plus exactement le niveau d'évidence. Est-ce que vous avez utilisé ça dans vos pratiques? Non. Non, du tout. Alors moi déjà, je vois pas tellement que ça de coronarien, et même dans le centre où je travaille, je ne crois pas que le rivaroxaban 2,5 soit arrivé dans les pratiques quotidiennes. Donc non. D'accord. Alors, on a déjà dépassé notre temps un peu. Je souhaiterais vous remercier de la part de notre collège pour votre participation. Donc, merci beaucoup, Dr Tostivan. Merci beaucoup, professeur Alexandre. Et on espère vous avoir bientôt peut-être à nos webinaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci également à nos participants. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.